Eh bien, bonsoir, bonsoir à tout le monde. On espère que bienvenue sur ce meet-up où nous sommes avec Cédric ce soir. On espère que tout le monde va bien et que vous nous entendez et que vous nous voyez clairement. Alors ce soir, on va parler de Docker. Alors pourquoi Docker? On a déjà fait des meet-ups sur Google Cloud la dernière fois. On a fait déjà des meet-ups sur les technologies JavaScript avec Nest par exemple. Et ce soir, on a choisi Docker parce que tout ce qui est cloud, tout ce qui est virtualisation, toutes ces technologies sont aujourd'hui, c'est plus qu'un juste un effet de mode, c'est devenu un véritable outil de travail. Et c'est vraiment quelque chose qu'on utilise, nous, de manière quotidienne tous les jours. Et donc, on avait envie de partager un certain nombre de choses autour de ce thème-là aujourd'hui, ce soir, et notamment avec Cédric, à qui je vais laisser la parole pour vous présenter tout ça. Bonsoir. Je vais commencer par vous présenter, faire une petite introduction à Docker en commençant par la conteneurisation. Et puis après, je vous présenterai un retour d'expérience sur l'utilisation qu'on a régulièrement, voire presque quotidiennement, de Docker sur un projet qu'on a fait. Donc, je me présente rapidement. Je suis ingénieur en informatique depuis 28 ans, développeur et architecte IT, passionné de technologie et donc chez Capfi Fluide depuis la création de Capfi Fluide et avant j'étais chez Capfi Objectif. L'agenda, c'est les conteneurs. Après, on va faire un focus un peu plus précis sur Docker et un certain nombre d'outils qui y sont liés. Un exemple d'utilisation dans un projet. Et puis les choses sur lesquelles on est en train de travailler pour aller plus loin. À la fin, il y aura peut-être des questions-réponses. Après, entre chaque section, il y aura des intercalaires. Donc, s'il y a des questions vraiment qui posent problème, enfin, sur des points que vous voulez éclaircir rapidement, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et Arwin me les transmettra. Alors, les conteneurs, en fait, c'est l'étape suivante de la virtualisation. En informatique, la virtualisation, c'est le fait de pouvoir exécuter sur une machine un environnement simulé. Donc, ça existe depuis assez longtemps. On parlait surtout de machines virtuelles, de virtualisation système. Et aujourd'hui, on est plutôt sur de la virtualisation applicative, que sont les conteneurs. Globalement, une VM, c'est l'image d'une machine physique avec un système d'exploitation complet qui utilise les capacités de virtualisation d'un hôte qui est capable de donc virtualiser des composants physiques, la CPU, la RAM, le disque, la carte réseau. Et donc, en fait, on a un nombre de machines virtuelles qui sont toutes des images de machines avec un système d'exploitation et tout ce que ça implique, et les applications. À l'inverse, un conteneur, c'est un regroupement d'un logiciel et de toutes ses dépendances. Donc, c'est vraiment une application. Donc, les librairies, les fichiers de config, empaquetés dans une seule image. Et à la différence de la VM, le conteneur utilise le système de la machine hôte. Il n'embarque pas lui-même un système d'exploitation complet. Donc, ça permet une gestion des ressources plus optimisée et, en général, un conteneur est plus léger qu'une machine virtuelle. Sous forme de graphique, ça se représente un peu comme ça. Donc, on a toujours une machine physique en dessous, un système d'exploitation. Alors, pour faire des machines virtuelles, de la machine virtuelle, on a un système d'exploitation particulier qui s'appelle un hyperviseur. En particulier, c'est cet hyperviseur qui a la capacité de virtualiser les composants physiques, que sont le disque, les cartes réseau, et tous les composants d'une machine physique. Et puis au-dessus, on a nos blocs isolés qui sont donc soit une machine virtuelle avec un système d'exploitation, une ou plusieurs applications. D'ailleurs, souvent, on peut en mettre plusieurs. Et puis, alors que sur le conteneur, on a un système d'exploitation standard, un Linux, un Mac OS, voire même un Windows.
On a Docker qui est installé par-dessus, et puis par-dessus, on a des conteneurs qui s'exécutent. Donc en fait, des conteneurs, c'est vraiment une application isolée des autres applications, mais qui s'exécute en utilisant le système d'exploitation qui est sur la machine. Alors, les avantages des conteneurs, bah, c'est que c'est flexible. Quasiment toute application peut être transformée en conteneur. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille le faire. Parce qu'il y a toujours il y a une chose qu'il faut savoir, un conteneur, en général, ça doit avoir un seul processus. Donc, on essaye d'éviter d'avoir des conteneurs qui contiennent plusieurs processus en exécution. Un conteneur, c'est léger. Contrairement à une machine virtuelle, il n'y a que l'application et les dépendances de l'application qui sont mises dans le conteneur. Il n'y a pas de système d'exploitation supplémentaire. Il n'y a pas tout un tas de choses inutiles. En particulier, l'idée même dans les conteneurs, c'est de les rendre le plus léger possible. Donc, on élimine tout ce qui peut être inutile à l'exécution de l'application, comme par exemple un shell. Il y a beaucoup de conteneurs qui n'ont même pas de shell à l'intérieur. Donc, voilà. C'est vraiment l'idée, c'est qu'il faut que ça soit léger. C'est portable. Dans l'idée de conteneur, enfin, dans l'image du conteneur, ça se transporte. Le conteneur, au niveau de l'informatique, ça se transporte aussi d'une machine sur une autre. On est capable de créer, de déployer, de démarrer des conteneurs sur son ordinateur. On va prendre la même image pour créer un autre conteneur, une autre instance du conteneur sur un environnement de recettes, et on va reprendre la même image qu'on va déployer sur un environnement de prod de manière complètement... on aura toujours la même image. C'est autosuffisant. L'idée du conteneur, c'est que on met dans un conteneur une application et toutes ses dépendances, tout ce dont on a besoin pour exécuter cette application. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir... alors, globalement, on n'a pas besoin, sauf dans le cas des bases de données, parce que là, on rentre dans le cas où on risquerait d'avoir plusieurs processus dans un seul conteneur. Mais sinon, une application, elle est autosuffisante. Si elle est capable de se connecter sur une base de données extérieure, il suffit d'avoir une base de données extérieure et on peut s'y connecter. C'est scalable. L'idée même du conteneur, c'est de pouvoir dupliquer l'instance de l'application qu'on a conteneurisée. Donc, on peut faire de la scalabilité horizontale de manière très simple et très efficace, puisqu'on ne va dupliquer que la partie applicative. Et c'est relativement sécurisé, puisque l'idée du conteneur, c'est aussi d'isoler l'exécution d'un processus des autres processus du système. Donc, ça apporte une certaine sécurité. Après, il faut aussi respecter un certain nombre de règles quand on crée les images pour ne pas, en particulier sur l'utilisateur qui va être attribué au conteneur, pour ne pas créer des brèches de sécurité dans les conteneurs. Donc, un petit peu d'histoire. Les conteneurs, c'est pas nouveau. Enfin, en tout cas, les technologies qui servent à faire les conteneurs ne sont pas nouvelles. La première brique sur laquelle s'appuient les conteneurs, c'est chroot, qui est apparu en 79. C'était un moyen de sécuriser l'exécution de certains processus, en particulier les serveurs web, en changeant la racine du système de fichiers d'un processus. Par défaut, sous Linux, la racine du système de fichiers, c'est le root, et enfin pas le répertoire root, mais le slash. Et à partir de cette racine, on peut accéder à tous les éléments fils de ce système de fichiers. Et pour éviter de donner accès à des parties du système de fichiers sensibles, le fait d'avoir chroot, c'était de pouvoir dire la racine du système de fichiers de mon processus, c'est un répertoire, et donc
le processus ne peut accéder qu'au fils de ce répertoire racine. En 2000, FreeBSD a créé un concept qu'ils avaient appelé les jails, dont le but était d'emprisonner un processus dans une sandbox isolée. L'idée, c'était vraiment d'isoler un processus des autres processus. En 2004, Solaris adopte le même concept et l'adapte en créant les zones, qui sont des petits serveurs isolés. Donc, c'est plus juste un processus, c'est plusieurs processus, mais qui s'exécutent dans un environnement isolé. En 2005, les zones de Solaris sont portées sous Linux via un projet qui s'appelle OpenVZ. Par contre, ça nécessitait d'aller patcher le noyau Linux. Enfin, c'était pas simple à mettre en œuvre. En 2006, Google crée les cgroups et les namespaces. On va en reparler un petit peu après. Et en 2008, le terme de Linux Container, LXC, apparaît et devient natif au noyau Linux. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de patcher le noyau Linux pour pouvoir faire du conteneur. La même année, Solomon Hykes et Sébastien Pal créent une petite société en France, à Montrouge, qui s'appelle .cloud, qui est un hébergeur PaaS en PHP, et qui va être la société qui va créer Docker, en fait. Et en 2013, ils open source Docker, qui était à l'origine un outil qu'ils avaient créé pour gérer leurs environnements PHP pour pouvoir isoler les environnements PHP quand ils hébergeaient des sites web. Donc, Docker, à l'origine, a été créé par des Français. Un petit peu de technique, on ne va pas trop rentrer dans les concepts parce que ça peut devenir assez vite très complexe et assez ardu. Mais la plateforme Linux actuelle utilise des fonctionnalités qui sont toutes dans le noyau pour isoler et enfermer une application et ce processus dans un conteneur. Donc, ça utilise principalement les namespaces ou les espaces de nom. C'est un moyen de définir, de donner des droits d'accès à certaines ressources, à des processus. En gros, on définit un espace de nom, par exemple réseau, et en donnant des droits d'accès sur cet espace de nom, on va donner accès à des ressources réseau pour un processus. C'est l'utilisation de deux standards de sécurité Linux qui sont AppArmor et SE Linux. Donc, c'est aussi pour limiter l'accès à des ressources et le comportement d'un processus. Ça permet d'éviter qu'un processus puisse accéder de manière sans limite à la CPU ou à la mémoire. Toujours bien sûr le chroot qui permet de définir la racine du système de fichiers pour un processus, et les cgroups qui sont les groupes de contrôle qui ont été créés par Google, qui permettent en particulier de définir aussi des limites à l'exécution des processus. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont intégrés dans le noyau, mais pour pouvoir créer des conteneurs avec ça, c'est quand même assez complexe, même si c'est ce que faisaient un certain nombre de personnes pendant pas mal d'années. Et puis, il y a quand même des outils un peu plus faciles d'utilisation qui sont apparus, les deux plus connus étant LXC et Docker, avec une popularité beaucoup plus importante pour Docker. Ça permet de gérer en fait tous ces éléments, de les regrouper sous un seul, avec un seul outil et de créer des conteneurs. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Ou des remarques. Donc, je vais continuer sur Docker. Alors,
comment dire, la notoriété de Docker vient que c'est excessivement facile de faire du conteneur, beaucoup plus simple même qu'avec LXC. Alors, je vois une petite question de Nicolas sur Docker qui n'est pas du tout basée sur LXC. Alors, à l'origine, Docker utilisait la lib LXC, une lib qui a été développée par LXC, et ils s'en sont détachés parce que en fait, ça leur permettait pas de mettre en place tout ce qu'ils voulaient. Donc aujourd'hui, Docker n'est plus basé sur LXC. Au début, oui, mais plus maintenant. Au même titre que un certain nombre d'outils maintenant qui font du conteneur ne sont plus basés sur Docker, mais sur un noyau plus petit qui s'appelle Contenerd. Voilà. Mais avec lequel Docker est compatible. Donc l'intérêt de Docker, c'est que c'est extrêmement simple de créer des conteneurs avec Docker. Je dirais le tutoriel le plus simple de Docker, c'est faire un Hello World. C'est vraiment extrêmement simple. On décrit comment on veut créer une image du conteneur dans un fichier Docker. Donc, on commence toujours par un from. Alors, soit on prend une image déjà existante, soit on peut faire un from scratch. Bon, là, j'ai pris une Debian Buster. Donc, en gros, ça va me mettre tous les éléments que j'ai dans une Debian Buster, sauf le noyau. Le noyau, ça va être le noyau du système qui héberge mon conteneur, que ça soit du Debian, du Ubuntu ou même du Red Hat ou quelques distributions de Linux que ce soit. Ça va utiliser le noyau de Linux. Et puis, mon conteneur, il lui faut soit un élément entry point, soit un élément CMD. C'est les deux éléments, enfin, c'est les deux éléments obligatoires, c'est le from et le CMD ou entry point. C'est ce qui va lancer le processus du conteneur, le CMD ou l'entry point. Là, je fais un echo hello world, un peu plus simple. Hein. Et derrière, je vais créer mon image. Donc, on lance docker build, point pour dire qu'on build à partir du répertoire local. Et puis, on va lui donner un petit nom à cette image, parce que sinon, c'est des noms, c'est des hashes qui sont générés, donc c'est assez illisible et incompréhensible. On va l'appeler tuto, par exemple. Donc, une fois que Docker nous a rendu la main, il a créé une image. Pour créer un conteneur, on a juste à faire un docker run tuto. Et ça va instancier un conteneur, l'exécuter, et on va voir Hello World apparaître à l'écran. Donc, c'est extrêmement simple de créer des conteneurs et des images de conteneurs avec Docker. C'est en partie pour ça, je pense, que Docker a eu autant de succès. Et a encore autant de succès. Voilà. Alors, on va faire un petit focus sur qu'est-ce que Docker exactement, parce que bon, là, j'ai montré que c'était simple à utiliser, mais Docker, il y a un certain nombre de composants, principalement 3. Il y a le client Docker, qui s'appelle la Docker CLI, c'est la commande Docker qu'on a en ligne. Quand on tape Docker quelque chose, c'est le client. Donc, il permet de construire des images et de les gérer en faisant un build, en faisant un pool pour aller récupérer une image sur une registry, en faisant un images pour récupérer la liste de toutes les images qui sont dans le cache local, un RMI pour supprimer une image. Ça permet de gérer les conteneurs, en faisant un run de créer un conteneur, en faisant un kill de le tuer, en faisant un RM de le supprimer, de gérer aussi un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires au fonctionnement qui peuvent être nécessaires au fonctionnement des conteneurs, c'est-à-dire les volumes et les réseaux. Les volumes, ça permet de mapper à l'intérieur d'un conteneur de monter plutôt un élément dans le file system du conteneur, un élément du file system de la machine hôte. Et les networks, ça permet de gérer des réseaux. Par défaut,
quand on installe Docker, il crée trois réseaux, None, c'est-à-dire un réseau qui n'est pas, enfin, qui ne fait rien, Bridge, qui est un réseau qui permet de ne pas avoir un conteneur qui soit directement disponible sur le localhost de la machine, et puis Host, qui permet là, par contre, de publier, par exemple, les ports d'un conteneur directement sur le localhost de la machine. Donc, l'autre composant important de Docker, c'est le Docker Engine. Et ce Docker Engine, il est constitué de deux éléments. Il est constitué d'une API REST et du Docker Daemon. Le Docker Daemon, c'est lui qui va exécuter, qui va gérer réellement les conteneurs. C'est le noyau Docker, c'est dans le Docker Daemon que les conteneurs sont instanciés, c'est vraiment le noyau. Et puis l'API REST, ça permet d'interagir avec ce noyau. Alors, soit via la Docker CLI, mais aussi ça a permis à un certain nombre d'outils d'être développés pour pouvoir interagir avec le noyau Docker. Voilà. C'est aussi important l'API. Et puis, le dernier composant de la trilogie Docker, c'est les registres d'images, parce qu'en fait, l'intérêt de Docker, c'est de pouvoir créer des conteneurs. On crée des conteneurs à partir d'images. Simplement, si on pouvait créer des conteneurs qu'à partir des images qu'on était capable de créer nous, ce serait potentiellement assez limité. Donc, il y a plusieurs registres d'images. Il y a des registres publics. Le plus important et le plus connu, c'est le Docker Hub, c'est celui qui est maintenu par Docker. Mais il y en a un certain nombre d'autres, comme celui de Red Hat, qui s'appelle Quay.io, celui de Google Container Registry, puis un certain nombre d'autres. Et puis, on peut avoir des registres d'images privés, soit des registres d'images privés hébergés dans le cloud, type Azure, AWS, Google Cloud Platform, soit des registres privés qui sont des extensions d'outils de gestion d'outils de gestion de repository de code comme Nexus, Artifactory et d'autres. Donc, le fait d'avoir des registres publics, ça va permettre de pouvoir construire des images à partir d'autres images. Et puis, on va pouvoir stocker de manière sécurisée nos propres images dans des registres privés, si on ne veut pas les mettre à disposition de tout le monde. Alors, un outil très intéressant et que nous, on utilise beaucoup avec Docker, c'est Docker Compose. En fait, quand on crée un conteneur, c'est simple. Gérer un conteneur, c'est simple. Gérer 4, 5, 10 conteneurs, ça devient vite assez compliqué en ligne de commande, parce que on peut se retrouver à avoir des lignes de commande assez longues, avec plein de paramètres. Et puis, ça peut être assez compliqué de gérer aussi l'interdépendance entre des conteneurs. Par exemple, si on a un conteneur d'une API qui fait appel à une base de données qui va être elle-même conteneurisée, le fait de gérer la dépendance, ça peut être problématique. Donc, c'est l'équipe Docker qui a créé un outil qui s'appelle Docker Compose, qui permet de définir un ensemble de services qui sont liés ou pas, mais en général, si on les définit dans un même fichier Docker Compose, c'est qu'ils sont plutôt liés, et de pouvoir non plus manager les conteneurs individuellement, mais de gérer une stack complète. Et donc de pouvoir comme ça monter d'un seul coup et gérer les dépendances, dire tel conteneur doit attendre que tel autre conteneur ait démarré pour pouvoir démarrer. On peut gérer aussi le nombre d'instances qu'on veut d'un conteneur. Enfin, on peut gérer pas mal de choses assez facilement. Donc Docker Compose, ça s'appuie sur un fichier YAML où on décrit
les conteneurs. Je vous en présenterai un tout à l'heure. Et puis, on a quelques commandes qui sont soit les mêmes commandes qu'avec Docker, soit des commandes spécifiques à Docker Compose. Par exemple, dans les commandes qui sont les mêmes que la ligne de commande Docker, on peut faire un Docker Compose pool et il va télécharger toutes les images qu'il n'a pas déjà en cache parmi celles qui sont décrites dans le fichier dockercompose.yaml. Alors, Docker, c'est bien, mais quand on a, à l'origine, c'est fait pour tourner sur une machine physique, ou une machine virtuelle, mais sur une seule machine. Donc, on peut être assez vite limité parce que les conteneurs, ça consomme de la RAM et de la CPU, et donc, on peut vite être limité à peu de conteneurs si on n'a pas une grosse machine. Donc, très tôt, les équipes Docker ont intégré le fait de pouvoir gérer un cluster de machines Docker. Et cet outil de gestion de cluster, c'est Swarm. Ça s'appelle Swarm. En fait, c'est même devenu un mode de fonctionnement de Docker. C'est-à-dire, quand on installe Docker, par défaut, on n'a pas Swarm. Et puis, si on veut créer un cluster, on va juste utiliser les commandes Swarm pour créer un master, puis après rajouter des nœuds dans le cluster. Donc l'intérêt de Docker Swarm, c'est qu'il est complètement natif à Docker. Il n'y a pas de, on l'utilise avec les mêmes outils que Docker. La ligne de commande Docker, Docker Compose, il n'y a pas de problème, ça s'utilise tel quel. C'est juste, on peut d'ailleurs commencer avec une seule machine et puis quand on se rend compte que on a besoin d'un peu plus de puissance ou de RAM ou ça, de rajouter d'autres nœuds en créant un cluster Swarm. C'est tout à fait transparent, il n'y a pas de difficulté. Alors, c'est pas non plus extrêmement puissant, mais ça permet de faire des choses proprement. Ça marche bien, c'est très, très stable, il n'y a pas de souci. Seulement, c'est bien quand on gère des petits clusters. Dès qu'on commence à vouloir gérer des gros clusters, Docker Swarm est vite limité. Donc, on a des solutions qui ont été proposées et la plus connue et qui est devenue le standard de fait, c'est Kubernetes, qui est donc un système open source qui a été développé à l'origine par Google. En fait, c'est une réécriture de leur système d'orchestration interne, parce que en fait, en interne, Google n'utilise pas Docker, mais utilise une version spécifique de LXC, et ils avaient développé un outil de gestion de cluster et d'orchestration qui s'appelle Borg. Et puis, quand Docker est devenu aussi, a eu autant de succès, ils ont commencé à proposer eux-mêmes dans leur plateforme cloud Docker, et donc ils ont commencé à réécrire leur système d'orchestration et ils l'ont open sourcé en 2014 et c'est devenu Kubernetes. Aujourd'hui, il faut savoir que Kubernetes n'est plus développé seulement par Google, mais par Amazon, Azure, Microsoft et plusieurs centaines d'autres contributeurs. Alors, l'intérêt de Kubernetes, il a été prévu dès le début comme étant extensible. C'est-à-dire que tous les éléments capables de gérer Kubernetes sont décrits via une API et on peut soi-même rajouter des ressources qui pourront être gérées par Kubernetes. Voilà. Donc, c'est très, très extensible, c'est très fort. On ne va pas parler plus de Kubernetes parce que je pense qu'il faudrait au moins 2 ou 3, voire plus, meet-up pour juste effleurer, présenter ce qu'est Kubernetes, parce que c'est très, très étendu, c'est très vaste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, avant que je passe à la présentation
notre utilisation et d'une démo. OK. Donc, un tout petit peu le temps que... On va attendre un petit peu. Voilà. Ah, bah ouais. Alors, Docker utilise les modules du noyau afin de limiter les accès des conteneurs aux ressources système ou c'est totalement indépendant. Alors, par défaut, Docker ne limite pas l'accès aux ressources, ou du moins ne limite pas à certaines ressources. Par exemple, la mémoire et la CPU, par défaut, si vous avez un conteneur, vous ne mettez pas vous ne configurez pas votre conteneur pour pour limiter l'utilisation de la CPU ou de la RAM. Ben si dedans dans votre conteneur vous avez un process dont le but est d'allouer toute la mémoire qu'il peut, il va être capable de bloquer la machine et d'allouer toute la mémoire de la machine. Par contre, c'est pas souhaitable, donc il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui expliquent qu'il faut limiter l'utilisation de la RAM et de la CPU pour les conteneurs. Alors, je crois même que dans les dernières versions de Docker, c'est des configurations qui ont été activées par défaut. Maintenant, je crois qu'on peut plus s'allouer toute la RAM d'une machine pour un conteneur. Mais j'ai pas vérifié dernièrement, mais en tout cas, pendant un moment, en tout cas, on pouvait. Maintenant, je crois il y a eu des changements qui ont été faits. Par contre, par défaut, si c'est pareil, si on ne spécifie pas un network sur lequel on va vouloir mettre le conteneur, il va être sur le host, c'est-à-dire qu'il sera publié comme un processus du host normal. C'est-à-dire si on a un port, si notre conteneur écoute sur le port 8080, on pourra directement envoyer de l'information à notre conteneur en faisant un curl ou un wget sur le localhost 8080. Donc, il n'y a pas de limitation il y a un certain nombre de limitations par défaut, mais par contre, il y a aussi beaucoup de possibilités assez simplement de limiter l'accès aux ressources. Pareil, par défaut, le user du conteneur est le user Docker et puis root. Au début, c'était root, maintenant c'est Docker. Mais si on veut, on peut, et d'ailleurs c'est souvent conseillé, créer un user spécifique et définir ce user dans le conteneur pour limiter les accès aux ressources. Parce que potentiellement, si on map avec un volume, si on map un disque, un élément du file system du host dans un montage sur le conteneur, potentiellement on peut accéder à des fichiers du file system de l'hôte. Pareil, on peut définir par exemple les volumes quand on crée des volumes. Donc les volumes, c'est un mappage entre un élément physique, un élément du host et un élément du conteneur. On peut indiquer qu'on limite l'accès en read-only, c'est-à-dire que dans ces cas-là, bien sûr, le conteneur ne pourra pas écrire sur le volume, il pourra juste lire les informations, les fichiers qu'il y a sur le volume. Donc il y a un certain nombre de possibilités. C'est pareil, on peut très bien limiter, par exemple, quand on va mapper le port interne du conteneur sur lequel le conteneur écoute vers le port externe, c'est-à-dire le port sur lequel on va pouvoir accéder à ce conteneur. Déjà, on n'est pas obligé d'avoir les deux mêmes valeurs, mais en plus, on va pouvoir limiter ce port externe
Par défaut, il va être lié au réseau sur lequel on a déployé le conteneur, ou si c'est sur le host, ben, il sera sur 0.0.0.0, c'est-à-dire il sera disponible sur sur toutes les interfaces réseau de la machine hôte. Mais par contre, on va très bien pouvoir lui dire, ben, on veut que ça soit mappé que sur le localhost ou sur une interface bien particulière. Donc, on a beaucoup de possibilités de régler les choses. Par contre, c'est à nous de choisir comment on fait. C'est pas imposé nativement. Voilà. Je sais pas, j'ai répondu. Il y a nécessité d'avoir plus de. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par exemple, avant qu'on passe à la démo? Non, écoute, non. Bon, passons à la démo, il y aura sûrement d'autres questions après. Ouais. Donc la démo, je vous présente rapidement, c'est le projet GNS. Donc GNS, c'est un projet pour L'Oréal dont le but, j'ai fait une petite coquille, c'était d'outiller les magasins du groupe L'Oréal avec une application permettant de vérifier la démarche d'hygiène, de sécurité, d'environnement, qu'elle était bien appliquée dans les magasins. Donc ça se compose de 5 applications. Une application d'administration qui permet de gérer les référentiels, une application studio qui permet de créer des formulaires d'audit et de les publier, Keycloak qui est un outil de gestion des identités et des accès, donc qui permet de gérer les utilisateurs et leur rôle, un outil de reporting qui permet d'avoir un retour sur les audits réalisés, de pouvoir suivre ces audits, et puis une application mobile qui permet de réaliser les audits dans les magasins. Donc l'audit, c'est un questionnaire où on répond oui, non, où on peut prendre une photo. Il y a un certain nombre de questions dans l'audit, et puis à la fin, les données sont remontées et comment dire, et donc utilisées pour faire du reporting. Donc, petit diagramme d'architecture. On a nos applis web, notre appli mobile. En entrée, on a un reverse proxy dynamique. Trafic, je vais venir après pourquoi on a utilisé Trafic et pas Nginx ou Apache. Et puis, on a donc nos 3 applis qui sont des applis écrites en Angular JS. On a notre API REST JSON qui est écrit en Node Express avec une base MongoDB derrière. Et puis, notre outil de gestion des identités et des accès, Keycloak, qui est et donc, on se connecte sur Keycloak pour avoir accès aux applications. On utilise le protocole OAuth 2 avec OpenID Connect. Donc, on récupère un token et puis après, le token est envoyé à l'API qui valide ce token auprès de Keycloak. Fonctionnement tout à fait normal et rien de révolutionnaire. C'est tout à fait standard et ça marche très bien. Donc, pour simplifier la gestion de l'infrastructure, on a créé 3 stacks en se basant sur les principes qui sont séparer les composants qui ont un cycle de vie différent. En gros, Keycloak, il n'est pas mis à jour aussi souvent que les composants applicatifs GNS qu'on a développés, parce que potentiellement, il y a moins de montées de version. Et puis, on les a aussi séparés par fonctionnalité, parce que c'était plus simple de pouvoir aussi créer, enfin, d'avoir un lien avec. Donc, on a 3 stacks. Une stack infra qui va contenir les composants non applicatifs, tels que Trafic et puis d'autres outils. La stack IAM, Identity and Access Management, qui contient juste Keycloak, et puis la stack GNS qui contient les autres applications GNS, l'API, les 3 web apps. Voilà. Alors, on va faire un petit focus sur les différents éléments des stacks. Donc,
Trafic, c'est un reverse proxy dynamique et un load balancer qui a été créé dans l'idée de déployer des conteneurs. Il est nativement simple parce qu'en fait, il délègue une partie de son fonctionnement et surtout de sa configuration à un back-end. Aujourd'hui, on compte un certain nombre de back-ends. Parmi les plus connus, on a Docker, Kubernetes, Consul, Mesos, plein d'autres. Et puis, si vraiment on n'a pas de back-end, on peut aussi l'utiliser comme un proxy, un reverse proxy classique. Et dans ces cas-là, on a une configuration dans un fichier, tout ça. Mais l'intérêt surtout, c'est que, en particulier quand on l'utilise avec Docker, il va se connecter à Docker. En fait, Docker, le Docker daemon, il publie à chaque fois qu'il y a une action sur un conteneur, il va publier un événement dans une socket. Et Trafic est capable de se connecter sur cette socket et d'écouter les événements publiés par Docker. Et donc, il va être capable de savoir qu'un conteneur a été créé et en fonction d'un certain nombre de paramètres qui seront attachés à ce conteneur, il va être capable de créer une route dynamiquement pour pouvoir publier ce conteneur à travers un reverse, à travers pouvoir router plutôt des requêtes jusqu'à ce conteneur. Donc c'est extrêmement puissant et simple à mettre en œuvre. Vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai pendant la démo. C'est très puissant. À côté, on a utilisé un autre outil qui s'appelle Portainer. Sur le site de Portainer, alors je l'ai traduit en français, mais en gros, la phrase qu'ils mettent, c'est un petit conteneur pour superviser tous les autres. Donc, en fait, l'idée de Portainer, c'est de pouvoir d'avoir une interface graphique web à Docker. Donc, ça gère aussi bien Docker simple que Docker Swarm. C'est pareil, on a accès à tout, on peut voir les images, les réseaux, les volumes, tous les conteneurs montés, on peut inspecter les conteneurs, voir les logs des conteneurs. C'est très pratique et très puissant. Ça permet, quand on n'a pas accès à une machine, facilement de pouvoir faire un certain nombre de choses et de s'assurer que les conteneurs sont bien comme il faut. De la même manière, pour pouvoir un peu monitorer toute notre plateforme, on utilise deux outils qui sont Prometheus et Grafana. Alors Prometheus, c'est principalement un outil qui intègre une base de données de série temporelle. C'est une base de données optimisée pour le stockage d'informations qui se répètent, qui sont nombreuses et qui se répètent au cours du temps, en particulier des métriques d'un système. Par contre, en termes de visualisation, c'est pas très pratique. Donc, on ajoute un outil qui, lui, est un outil dédié à la visualisation qui s'appelle Grafana, qui se plug naturellement avec Prometheus et qui permet de faire des graphiques, des tableaux de bord assez sympas, comme vous allez pouvoir le voir juste après. Et puis, le dernier composant de la stack infra, c'est Jaeger, qui est un outil qui permet de gérer les traces distribuées, les logs distribués, et de pouvoir en particulier créer tout l'enchaînement d'appels des différents services lors d'une transaction, donc de pouvoir avoir tout l'empilement et pouvoir détecter où il y a des problèmes à l'intérieur d'une transaction. Voilà. Keycloak, donc c'est un outil de gestion des identités et des accès, et c'est aussi un outil qui fait de la fédération d'identités. Il est développé par Red Hat JBoss. En fait, c'est la version open source de l'outil Red Hat SSO. Donc, ça permet de gérer l'identification, l'authentification et les autorisations de l'ensemble des utilisateurs sur tous les composants de manière centralisée. Ça supporte tous les standards du marché. C'est
c'est un projet assez actif et qui est pas mal utilisé, soit sous sa forme Red Hat, soit aussi qui est intégré dans un certain nombre de plateformes basées sur Kubernetes, par exemple la plateforme OpenShift l'utilise aussi pour gérer les accès à la plateforme, à Kubernetes. Et puis derrière, les composants de l'appli GNS, des applis GNS, donc une web app admin qui est écrite en AngularJS 1.6, si je ne m'abuse. Donc l'accès est sécurisé par une authentification Keycloak, c'est-à-dire qu'on a la mire de connexion Keycloak, et puis après, on a un token JWT qui permet de sécuriser les échanges avec l'API. Pareil pour les autres applications, le Studio, le reporting. L'API, elle est écrite en Express Node.js, elle est sécurisée par le JSON Web Token issu de Keycloak et elle écrit les données dans une base MongoDB. Voilà. Quelque chose d'assez simple. Tout ça, je vais parler un petit peu du DevOps. On a 4 environnements. Un environnement de dev sur le Proxmox interne de Capfi. Un environnement de recettes qui est une machine, une VM avec Docker sur une machine physique chez OVH. Et puis deux environnements chez L'Oréal, l'environnement de recettes L'Oréal qui est un Docker Swarm dans des VM Azure, et puis l'environnement de prod de L'Oréal qui est aussi un Docker Swarm dans des VM Azure avec une base CosmoDB et pas MongoDB, mais en mode compatibilité. Et puis, on a une usine de build interne qui est basée sur Jenkins, avec des pipelines Jenkins, et une registry Docker qui est hébergée dans Nexus, qui était aussi notre repository pour les développements Java, Maven. Et on utilise Docker Compose pour déployer toutes les stacks. Voilà. Alors, petite chose, on a donc 5 projets dans GitLab. On fait des développements en feature branch et puis on des merge requests et on merge dans la branche develop. Et puis, bien sûr, quand on fait la release, on merge la branche develop dans la master et on tag la version. Les pipelines de build correspondent à chacun des projets dans GitLab et ils sont déclenchés à chaque fois qu'on fait un push dans la branche develop. On déclenche un build. Ce build donc crée une image Docker et la pousse automatiquement dans la registry Nexus. Et derrière, on a un pipeline de déploiement sur notre environnement de dev qui, dès qu'un build un des builds des projets se termine sans erreur, va déclencher un déploiement sur la machine de dev. Alors, le pipeline de déploiement, il est excessivement simple. Il se connecte en SSH sur la machine de dev et il exécute la commande suivante, Docker Compose Down. En gros, il arrête la stack GNS. Docker Compose Pool pour récupérer les dernières versions des images des containers. Et Docker Compose Up pour redémarrer la stack GNS. C'est extrêmement simple et ça permet de déployer à chaque fois qu'on build une image. Et puis, on a quasiment le même pipeline pour la machine de recette, mais lui, au lieu d'être lancé automatiquement, il est lancé à la demande. Voilà. Donc, on va passer à la démo. Alors, il faut que je change de partage. Alors, je vais partager mon écran. Alors,
J'ai l'écran. Ouais. Non, je ne vais pas commencer par ça, je vais commencer plutôt par vous montrer les autres outils. Voilà. Voilà. Donc, on va aller voir sur l'environnement de test. On va se connecter déjà à Trafic. Trafic propose une petite interface, un petit dashboard assez simple, qui se présente comme ça, où on voit un peu toute la conf, tout ce qui est défini. Ça permet de s'assurer qu'on n'a pas d'erreur, qu'on n'a pas d'erreur de config. On voit qu'on a un certain nombre de choses qui sont configurées. Et puis, quand on cherche un routeur, on voit qu'on on peut aller voir un peu plus précisément comment, par exemple, si je veux voir la partie admin, on voit que le point d'entrée, c'est le port 443, donc en HTTPS, que c'est routé vers le service qui s'appelle admin GNS. Et le service admin GNS, on voit qu'il est, c'est un container Docker et qu'il est accessible sur l'adresse IP suivante. Alors, l'adresse IP 172.17.0.10, c'est une adresse IP qui est définie sur le network bridge qui est créé par défaut par Docker. Alors, pourquoi c'est donc en fait le réseau c'est 172.17.0.0/16. C'est un réseau qui est défini nativement par Docker quand on l'installe. Ça permet de pouvoir isoler les conteneurs. Donc ça, c'était juste pour montrer Trafic. Le truc le plus intéressant, c'est Portainer. Que là, on va vraiment voir tout ce que je disais. On va pouvoir visualiser les différents éléments de Docker. Donc Portainer, ça se présente comme ça. Il y a un petit dashboard. On voit, on peut comment dire, monitorer soit une machine locale, soit un cluster Docker Swarm. Bon, là, on n'a qu'une machine locale. On a un certain nombre d'infos sur la machine locale. On voit qu'on a un Docker en version 20.10.2 qui écoute sur la fameuse socket Docker sur laquelle Docker publie tous ses événements. On a donc 3 stacks, un certain nombre d'images qui sont déployées, des networks, des volumes. Et quand je te parlais des événements, alors là on n'en voit pas, mais normalement on a les événements qui sont publiés dans la socket Docker, on les voit apparaître ici. Tout à l'heure, quand je ferai des manipulations, on pourra venir regarder. Et puis, donc on a nos containers qui sont tous disponibles là, avec la possibilité, par exemple, d'aller voir les logs de notre API, de pouvoir aussi alors se connecter, sauf que normalement dans la version des conteneurs qu'on a là, on n'a plus de shell, donc je ne sais pas si ça va marcher. Ça va pas marcher. Si, ça marche. Là, je peux faire un ls sur l'intérieur de mon conteneur. Là, je suis dans mon conteneur et j'ai mon conteneur, donc c'est assez pratique pour pouvoir aussi des fois débugger, comprendre pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On peut inspecter le conteneur. Donc là, on a un certain nombre d'informations, en particulier
tout à l'heure, j'avais parlé de Aparmore et de SE Linux. Il y a un profil par défaut qui s'appelle Docker Default qui est attribué à tous les conteneurs et qui peut être modifié en fonction d'un certain nombre de paramètres. On voit les arguments du endpoint, donc du processus qui est lancé par le conteneur. Bon, bah, c'est Node API.js, puisque c'est un processus Node. Et puis, on a un certain nombre d'informations supplémentaires. Voilà, donc on peut avoir beaucoup d'informations par partenaire, en particulier les ports qui sont publiés, l'image qui est utilisée. Enfin, voilà, on a s'il est running ou non, enfin, on a vraiment pas mal de choses. On peut l'arrêter, le redémarrer, enfin, on peut faire pas mal de choses, le détruire. Donc, je vais vous présenter rapidement une petite, enfin, l'application d'admin, par exemple, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Quand on va sur admin, la première chose qui se passe, c'est qu'on est redirigé sur Keycloak. Donc ça, c'est la mire d'accueil de Keycloak qui permet de se connecter. Hein, on voit qu'ici, on est bien sur l'instance Keycloak. On se connecte et automatiquement, après, on a accès à l'application. On va faire appel à l'API et on verra que dans les logs, si on va voir les logs de l'API, on verra qu'on a un utilisateur qui a été reconnu. Un peu plus haut. J'ai pas assez de logs, mais bon. Il faut monter un peu. C'est assez verbeux les logs qu'on a. Je ne sais pas si c'est très important de montrer ça, mais en tout cas, on a le fonctionnement avec un token JWT qui va permettre d'accéder à l'application. Alors, quand on fait, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'était, je vais vous montrer les fichiers, la partie Docker Compose sur GNS, par exemple. Alors, je ne vais pas me mettre dans cette interface, je vais le mettre plutôt ici. GNS. Là, donc voilà. Donc le répertoire où j'ai la configuration de ma stack GNS, elle tient dans ces trois fichiers-là, qui sont l'API config, le fichier .env et le docker compose.yaml. On va éditer le Docker Compose. Donc le Docker Compose, il se présente toujours de la même manière. Bon, il y a un numéro de version parce que selon les versions, il y a des fonctionnalités qui sont disponibles ou non. On a un élément service qui va décrire tous les services qu'on veut décrire dans notre stack. Et puis après, on a les services. Donc on a un nom de service, là, API. L'image à partir de laquelle on va créer le conteneur, enfin le service. Là, nous, on a variabilisé la version du conteneur. Cette variable, elle est définie dans le fichier .env que je vous montrerai après. Après, on a la politique de restart du conteneur. En gros, si on met rien, le conteneur, si jamais il crash, il ne sera pas redémarré. Sinon, on peut lui dire, on a plusieurs possibilités pour redémarrer automatiquement le conteneur. On lui donne un nom parce que si on lui donne pas un nom, Docker va en générer un qui est assez peu parlant. En gros, on va avoir un nom qui va s'appeler, je sais pas moi, le cerf hurlant. Le cerf hurlant, ça ne dit pas
qu'est-ce que contient mon conteneur. Après, on a les ports qui sont définis. Donc, le port extérieur du conteneur et le port interne du conteneur. Donc, le conteneur, le process qu'à l'intérieur du conteneur va écouter sur le port 3000. Et à l'extérieur, on va aussi pu attaquer le conteneur via le port 3000. On a les volumes. Donc, les volumes, c'est mapper un élément du file system hôte vers un élément du file system du conteneur. Alors, bon, dans l'API, on a un certain nombre de choses. Pourquoi on a créé des volumes pour les applications mobiles? Parce qu'en fait, on a un APK et un IPA qui servent à installer les applications mobiles. Et comme potentiellement, on peut être amené à les générer un peu plus souvent que le conteneur de l'API, pour éviter d'être obligé de régénérer le conteneur de l'API à chaque fois qu'on avait besoin de déployer une appli mobile, on les déploie, on les copie dans un disque dans un file system sur la machine hôte, et automatiquement ils seront disponibles dans le conteneur et on pourra les télécharger depuis l'appli administration. De la même manière, les composants qui servent à créer les formulaires d'audit, on les publie de cette manière-là. On a un répertoire où on stocke les logs. Et puis, on a deux volumes là qui, en fait, permettent de mapper des fichiers de config pour le conteneur. En fait, dans le conteneur, on n'a pas de configuration en particulier. On n'a pas la configuration qui permet d'aller valider, de connaître l'URL du keycloak pour aller valider les tokens. Et en fait, on a un fichier sur le disque de l'hôte qui contient ces informations, qui est spécifique à l'environnement sur lequel on est. Et ça permet de mapper et d'avoir une configuration, d'avoir un conteneur qu'on peut déployer sur n'importe quel environnement sans qu'il soit lié à une variable particulière. Alors, on n'a pas utilisé les variables d'environnement au sens Linux ou système, parce que en fait, c'est des configurations de librairies JavaScript, et donc ça s'appuyait plutôt sur des fichiers JSON que sur des pures variables d'environnement. Donc voilà. Et puis on a un fichier en file qui contient là par contre les variables d'environnement qu'on passe pour par exemple customiser si on voulait le port sur lequel on va l'API va écouter, pour customiser l'URL de connexion à la base MongoDB, pour ce genre de choses. Et puis derrière, on a une portion label qui contient exclusivement des labels qui commencent tous par trafic quelque chose, et qui sont en fait la configuration du routage que va faire trafic vers l'API. Donc le premier trafic.enable égale true, ça permet de dire à trafic, oui, ce conteneur, il faut que tu le prennes en charge. Et puis derrière, on va définir les points d'entrée, le host pour lequel il va falloir rediriger, router les appels vers l'API. On va aussi définir une redirection automatique de HTTP vers HTTPS. On va définir des headers qui vont être ajoutés pour faire de la corrélation. Dans Jaeger, quand je disais tout à l'heure, ça permet de faire de l'agrégation de logs et de pouvoir créer des traces complètes sur des transactions. En fait, comme trafic est le point d'entrée, il va mettre un header avec un identifiant de corrélation qui va être propagé tout au long de la chaîne d'appel. Et donc, cet identifiant de corrélation, il va être inclus dans les logs, et on va pouvoir après avoir l'intégralité des appels dans la log, dans Jaeger.
Et puis, on va aussi définir le fait qu'on veut que ce soit en TLS et on va dire à Trafic, bah, tu utilises, alors Acme Resolver, c'est Let's Encrypt. Tu utilises Let's Encrypt pour générer un certificat pour ce nom de domaine. Et puis, de la même manière, on va définir tous les autres services, admin, studio, reporting, de la même manière. Alors, si on regarde le fameux .env, on va voir que dedans, on a défini les versions de chaque conteneur. Bon, là, on prend la latest à chaque fois, mais on pourrait très bien définir un numéro de version bien précis. Et puis, on définit le nom de domaine sur lequel, sur lequel on veut que Trafic route. Hein. Si je reviens sur là-haut, on voit ici qu'on a un host qui s'appelle API-$domaine. Le nom de domaine, c'est le nom de domaine de la machine. API, c'est le nom du service. Ça permet de créer, quel que soit l'environnement, de pouvoir créer assez facilement un fichier. Enfin, on a un fichier qui est utilisable dans tous les environnements. Le même. Et puis, le dernier, c'est le API config. De la même manière, c'est là qu'on va définir l'URL pour se connecter à la base Mongo. Donc, en ligne de commande, si je veux par exemple arrêter la stack GNS, je vais faire un petit Docker compose on. Alors d'abord, on va faire un PS pour voir qu'on a un certain nombre on a tous les services qui sont up. Je fais un down, ça me permet d'arrêter toute ma stack. On ne parlera pas très longtemps. Voilà. Si je refais mon Docker PS, je vois que je n'ai plus rien. Et si je vais faire un petit tour dans mon portainer que faut que je retrouve qui est là, et que je vais dans l'event, on voit que automatiquement là, on a un certain nombre d'événements qui ont été postés par Docker dans la socket. Et puis, de la même manière, si je veux récupérer, alors normalement, je n'ai pas, je veux récupérer la dernière version, je fais un pull. Ici, j'ai des versions plus récentes. Voilà, il est en train de me les télécharger. Et puis, juste après, c'est bientôt fini. Voilà, et je vais redémarrer ma stack. Alors, je fais un up pour lui dire redémarrer, -D, parce que si je ne fais pas un -D, en fait, il ne va pas me détacher les processus. Donc, dès que je vais faire un CTRL-C, ça va me tuer tous mes conteneurs. Donc, le -D, ça permet de détacher les processus. Et là, il me recrée mes conteneurs à partir des nouvelles images. Si je regarde mon partenaire, qui est là, on va voir que si je fais un petit rafraîchissement, on va voir que là, voilà, il a reconnecté les conteneurs au bridge, au réseau network, et puis il a redémarré les conteneurs, ils sont restartés.
Et si je vais voir dans mes images, je vais voir qu'il y a un certain nombre d'images qui sont unused et qui ont été remplacées par des images plus récentes. Et mes conteneurs, pareil, de la même manière, ils ont été. Et si je reviens ici, que je rafraîchis, alors il va peut-être me demander de me reconnecter, ou peut-être pas. Non, parce que j'avais pas tué Keycloak, donc ma session, elle est toujours valide. Et j'ai monté de version, j'ai remis à jour mon environnement. Je viens de redéployer mon application complètement. Donc voilà, c'est l'un des gros intérêts de Docker, c'est que potentiellement pour déployer, et pareil, demain je veux créer un nouvel environnement, j'installe une machine avec Docker, je crée mes fichiers de paramétrage qui vont bien avec l'environnement. Voilà. Mon fichier API config et mon fichier .env qui vont bien avec l'environnement. Et je déploie mon environnement rapidement. J'ai juste à créer dans le DNS les bons noms de domaine pour que ça soit bien routé sur la machine, la nouvelle machine. Et je fais mon Docker pool, Docker compose pool, Docker compose up-d, et hop, je redéploie complètement toute ma machine, tout mon environnement. Ça permet aussi de pouvoir dupliquer les environnements assez facilement, de pouvoir recréer des environnements momentanés pour faire des tests. Voilà. Voilà pour la démonstration. On va repasser à la fin de la présentation. Ok, merci Cédric. Et du coup, alors, il nous reste un tout petit peu de temps, il se fait un peu tard, mais Bon, il n'y en a pas pour longtemps. Quelques questions. Hop, voilà. Donc, les choses sur lesquelles on travaille un petit peu aussi après, c'est améliorer la stack technique qu'on a mise en place avec des audits de sécurité du code et des images. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui permettent d'auditer les images une fois qu'elles sont créées et de dire attention, là, il y a une faille de sécurité dans tel composant. En particulier, un outil qui s'appelle Snyk, qui est assez performant là-dessus. Monitorer les conteneurs eux-mêmes avec cAdvisor, qui est un outil qui a été développé par Google, qui permet d'avoir des métriques sur chaque container. Faire du suivi d'erreur avec Sentry, ça permet d'enregistrer complètement le contexte d'une erreur, de pouvoir la rejouer. Et puis surtout au niveau des logs, Jaeger c'est bien, mais c'est pas non plus hyper puissant. Et donc ça serait de passer les logs dans ELK, Elasticsearch, Logstash Kibana, pour là avoir carrément un outil très puissant. Autre possibilité, ça serait d'avoir un environnement de développement complètement conteneurisé, c'est-à-dire de lancer directement les conteneurs sur le poste de développement et de pousser les modifications de code directement dans les conteneurs sur la machine. L'autre chose sur laquelle on voudrait travailler, c'est les tests automatisés avec des conteneurs. C'est en gros monter un environnement de test, lancer des tests automatisés et puis détruire l'environnement de test une fois que les tests sont passés. Et puis la dernière chose qu'on pourrait envisager, mais là c'est vraiment un grand pas, c'est migrer vers Kubernetes. Parce que Kubernetes, ça demande, enfin c'est pas aussi simple que Docker. C'est très vaste, c'est très puissant, mais c'est assez complexe. Mais mais à partir du moment où on fait du conteneur, on peut l'envisager. Voilà. Voilà, donc maintenant le bon moment pour les questions, parce que j'avais loupé le slide, je pensais qu'on était déjà. C'est pas grave.
Donc, en attendant que les gens posent des questions, moi, j'en ai une question. C'est vrai, c'est qu'effectivement, qu'aujourd'hui, nous, on regarde. En fait, est-ce que tu peux nous dire si effectivement, le fait d'avoir un Docker, c'est bien portable? En fait, on est capable de le faire tourner sur tout un tas de machines dans du cloud. Alors, c'est sans réellement modification. portable. Ouais. C'est réellement portable. Le seul bémol à la portabilité, c'est les conteneurs, parce qu'on a des conteneurs, par défaut, les conteneurs Linux, Docker fait du conteneur Linux, donc les conteneurs Linux sont parfaitement portables. C'est-à-dire que j'ai un Mac, je peux faire tourner un conteneur Linux dessus. J'ai un Windows. Windows a beaucoup travaillé avec Docker pour pouvoir faire tourner des conteneurs Linux sur Windows de manière native et puis dans une VM, alors, manière native entre guillemets, et puis dans une VM installée à côté. C'est-à-dire qu'en fait, Windows virtualise le noyau Docker, le noyau Linux de Docker, et Docker tourne sur ce noyau virtualisé. Mais il a virtualisé que le noyau et pas une machine complète. Donc, sur ma machine, je peux faire tourner un conteneur Docker, le transférer sur une machine Linux, sur un Mac, ça tourne très bien. Le cas où ça ne marche pas, où cela ne marche pas, c'est quand le système qu'on virtualise dans le conteneur, c'est Windows, puisque Docker permet de créer des conteneurs non seulement Linux, mais aussi des conteneurs Windows, où le système d'exploitation qui sert de base est Windows. Ben là, le seul endroit où on peut faire tourner ce conteneur, c'est une machine Windows. On ne va pas pouvoir le faire tourner sur un Mac ou sur un Linux. Mais je dirais, moi aujourd'hui, j'ai jamais créé de conteneur Windows. Même sur Windows, j'ai créé des conteneurs Linux. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. Après, comme je le dis, hein, le conteneur, moi, je le fais tourner sur la même image de conteneur. Je l'utilise pour créer un conteneur sur une machine qui est virtuelle, qui est hébergée sur le Proxmox, qui est dans la salle machine à Capfi. Là, la démo, je l'ai faite sur une VM qui est hébergée sur un hôte VMware chez OVH. Chez moi, j'ai fait tourner pour faire des tests. Alors, pas GNS, mais Keycloak, Portainer, Trafic et compagnie sur un NAS Synology avec Docker. Donc, ça marche. Enfin, je veux dire, j'ai fait tourner des conteneurs de manière avec les mêmes fichiers Docker Compose, les mêmes images. La seule chose que j'ai changé, c'est les fichiers .env et .config pour pouvoir m'adapter à l'environnement. Mais sinon, c'est vraiment les mêmes fichiers Docker Compose et les mêmes images. Alors, je vois que Damien a posé une question sur migrer une appli non dockerisée vers Docker. Alors, ça dépend. La réponse là, elle dépend. Par exemple, si on prend un exemple que je connais un peu, qui est une application qui tourne sous Tomcat. Tomcat, c'est un serveur d'application Java. En fait, il existe dans le Docker Hub, la fameuse registrie publique qui est gérée par Docker, il existe une image de Tomcat avec une JVM installée, la version de Tomcat que je veux. C'est déjà pratiquement préconfiguré. Et en gros, je peux déployer mon appli. Si c'est une appli, un WAR par exemple, je peux la déployer dans mon conteneur. En gros, il suffit juste qu'au moment, alors soit je fais un Dockerfile spécifique et je crée mon image avec le WAR de mon appli directement intégré dedans. C'est une solution. Soit si je veux pas faire de Dockerfile, je prends le Dockerfile, je prends l'image de Tomcat et puis le répertoire web app dans lequel on met les WAR qui vont être déployés dans Tomcat, je le map via un volume sur un répertoire physique, un répertoire de ma machine haute, et je mets mon WAR dedans, et ça va être déployé comme ça. Alors, ça, c'est un cas assez simple qui marche bien. Après, il y a des choses qui sont moins faciles.
parce que il n'existe pas d'image comment dire officielle, ou parce que c'est des configurations un peu complexes et qu'il va falloir faire des essais pour s'assurer qu'on arrive à dockeriser. A priori, tout est potentiellement dockerisable. Après, il y a des cas qui ne sont pas nécessairement des bonnes idées à faire, enfin à dockeriser. Des exemples, c'est moi j'avais travaillé chez un client qui s'appelait SES, qui avait une application écrite en Java, mais qui utilisait un protocole qui s'appelle RMI, qui en fait lançait plein de process en parallèle, mais tous ces process étaient liés entre eux. Docker, lancer plein de process dans un conteneur Docker, c'est pas vraiment la panacée. C'est pas trop prévu pour ça. Normalement, l'idée de Docker et du conteneur, c'est de prendre un process. Après, il y a des cas où il y en a qui dockerisent quand même des choses, mais c'est pas nécessairement là qu'on va. On risque de rencontrer des problèmes de perf, de fonctionnement sur certains points. Enfin, c'est pas toujours très pratique. Après, Docker n'est pas comment dire exclusivement réservé à des applications modernes et conçues en microservices. Hein. Comme je l'ai dit, on peut très bien dockeriser du Tomcat. Tous les serveurs d'applications Java sont dockerisables et sont dockerisés. Il y a des images officielles. L'exemple Keycloak, qui est fourni par JBoss, tourne sur un JBoss Wi-Fi. Donc c'est dockerisé aussi, donc ça marche très bien et ça fonctionne parfaitement. Après, les cas où justement on peut dockeriser, même si on a potentiellement plusieurs processus pour une application, c'est le cas typique, j'ai une application et puis une base de données derrière. Typiquement, ça c'est là que c'est intéressant d'utiliser Docker Compose. Je vais créer un conteneur avec ma base de données, quelle qu'elle soit, Postgre, MySQL, MongoDB, pratiquement toutes les bases de données sont dockerisées. Et puis, je vais mettre ma partie serveur dans un autre conteneur. Et puis, je vais dire qu'il y a un lien entre ces deux conteneurs. Donc ça, c'est tout à fait possible et ça marche très bien. Ça se fait sans aucun problème. D'ailleurs, la majorité des outils qu'on peut être amené à déployer avec Docker sont souvent fournis, quand ils utilisent une base de données, sont fournis avec un Docker Compose qui permet de monter une stack proprement, facilement. Voilà. Alors, on a une autre question, je vais te la lire parce que c'est un peu long. Ouais. Je pense qu'on prendra encore peut-être une ou deux questions après parce qu'il se fait tard. Une question sur donc c'est Docker sur Windows. Donc si on active Hyper-V donc pour la VirtualBox, est-ce qu'on aurait potentiellement un conflit avec Docker ou LXCC, ou est-ce qu'il faut à ce moment-là désactiver Hyper-V? Alors non, justement, dans mon souvenir, on avait un conflit, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire tourner VirtualBox si on activait Hyper-V. Hyper-V, c'est le moteur de virtualisation natif de Windows et VirtualBox, c'est une autre solution de virtualisation. À l'origine, la première version de Docker qui tournait sur Windows s'appuyait sur VirtualBox et en fait utilisait une VM VirtualBox Linux dans laquelle était déployé Docker. Ça a fonctionné, c'était pas super pratique ni super efficace, et donc les gens de Microsoft ont travaillé avec Docker pour ne plus passer par ce système-là. Et donc maintenant, par contre, on doit avoir Hyper-V d'activer. On a le noyau Docker qui est virtualisé via Hyper-V, et par contre, on a la ligne de commande Docker qui fonctionne tout à fait normalement, clairement. Il faut juste installer. Alors, pour installer ça proprement, faut aller sur le site Docker et il faut faut prendre Docker Windows, Docker for Windows, je crois, ou je sais plus le nom. Il vous installe tout. Il peut même vous installer un Kubernetes avec.
le recommande pas parce que ça fait ramer, ça peut faire ramer sur certaines configurations. Et puis, à moins de vouloir se former à Kubernetes. Alors, je vois Nicolas qui pose une question. Qu'offre Kubernetes de plus qu'OpenShift? Alors, je vais tourner la question différemment, à l'inverse plutôt, c'est qu'offre OpenShift par rapport à Kubernetes? Parce que OpenShift, en fait, c'est une surcouche à Kubernetes. C'est Red Hat qui a développé ça. Ils s'appuient sur Kubernetes et ils ont étendu Kubernetes avec un certain nombre de fonctionnalités. Par exemple, ils ont pour gérer les utilisateurs, ils ont rajouté Keycloak et pas juste la gestion des utilisateurs de Kubernetes, qui est assez basique. Pour gérer tout ce qui est job et CI/CD, ils s'appuient sur Jenkins, si je ne m'abuse. Et puis, ils ont rajouté un certain nombre d'autres fonctionnalités plus spécifiques à... Parce qu'en fait, alors, pour revenir, OpenShift existait avant Kubernetes, c'était un pass, et puis avec l'arrivée de Kubernetes, ils ont complètement réécrit OpenShift pour s'appuyer sur Kubernetes. Donc, ils ont rajouté, en fait, par-dessus Kubernetes, des fonctionnalités qui étaient liées au pass, aux anciennes versions d'OpenShift. Mais sinon, de toute manière, c'est du Kubernetes. Et l'intérêt de Kubernetes pour Red Hat, quand ils ont fait OpenShift, c'est que comme OpenShift est extensible, on peut écrire ses propres extensions. Toutes les extensions OpenShift qui dépendaient de l'ancienne version d'OpenShift, ils les ont réécrites en extension Kubernetes. Et donc, c'est parfaitement intégré dans Kubernetes. Voilà. Ok, merci Cédric. Bah, rien. Voilà, et on peut prendre une dernière question si quelqu'un souhaite encore en poser une. Sinon, il ne nous restera plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Oui. Voilà, je pense, Cédric, qu'on a atteint le bout. Ouais, voilà. On va s'arrêter là, je pense. Ouais. Du coup, merci à tous les participants. Vous pourrez et merci à Cédric bien sûr. On vous dit à bientôt dans quelques temps pour un autre meet-up, puisque comme vous le savez, on essaie d'en faire régulièrement. Et puis, vous pourrez retrouver ce replay sur la plateforme Livestorm très très rapidement si vous souhaitez le revoir, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses dites, dans certaines assez techniques. Donc, ça nécessite probablement une petite revue. Et puis voilà. Puis si vous avez des questions en particulier sur les points techniques, je vais passer assez vite parce qu'il y a des choses qui peuvent être assez complexes, mais j'ai un peu de références bibliographiques si ça vous intéresse, en particulier sur NXC et les containers Linux, la partie de base, pas Docker. Truc assez bas niveau et assez pointu. Très bien, voilà. Et écoutez, merci beaucoup, et puis une très très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci.